l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, le secteur des cafés, hôtels, restaurants, ce que l'on appelle plus communément le CHR, traverse une période de bouleversement profond. Alors que le nombre d'établissements continue d'augmenter, la demande, elle, semble stagner, voire reculer. De plus en plus d'acteurs peinent à exister dans un environnement saturé, et pour survivre et continuer à séduire, les établissements doivent repenser leur modèle. Alors, quels sont les défis actuels du CHR ? Comment les mondes du vin et des spiritueux peuvent-ils s'adapter à ces mutations ? Et comment imaginer de nouveaux lieux de vie pour demain, entre restauration et convivialité ? Aujourd'hui, un épisode pour décrypter les évolutions du CHR avec Sylvain Dadé. Sylvain, depuis quelques années, on observe une accélération des ouvertures et des fermetures de lieux CHR. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors du coup, ce que je voulais dire en préambule, c'est dans café, hôtel, restaurant, du coup, il y a 3 typologies d'établissements. En fait, on va se concentrer principalement là dans notre réflexion sur la restauration. Et s'agissant des chiffres et des données, effectivement, il y a un point assez intéressant en fait à relever, c'est que, comme tu l'évoquais en introduction, l'offre, elle est vraiment en pleine expansion. On a relevé une augmentation en fait du nombre d'établissements en 5 ans à hauteur de plus 12,7%, donc presque 13%. Et ça, du coup, si on le traduit en chiffres concrètement, ça veut dire un passage de 361 000 adresses à 407 000 adresses, selon les chiffres du cabinet Girard. Et en parallèle, ce qu'on observe, là aussi du point de vue des chiffres, c'est une baisse de fréquentation de 15 à 20% selon l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ce qui fait dire du coup à son président, qui est le restaurateur, le chef Thierry Marx, qu'on a un risque, c'est comme ça qu'il le formule, de dégastronomisation de la France. Et on sait que les réseaux sociaux ont tout bouleversé dans notre société. Quel impact ont-ils eu sur l'univers des CHR ? Les réseaux sociaux ont nécessairement en fait un impact important sur la découverte et l'appréciation en fait des restaurants, à la fois comme en termes d'usage pour se renseigner en fait les principes consistant à aller sur le compte Instagram en fait du restaurant pour déjà se faire une opinion un peu de l'ambiance, des mets et de la vie en fait du restaurant. Les comptes, qu'ils soient d'influenceurs ou qu'ils soient en fait des sites, je dirais, d'actualité ou un petit peu spécialisés dans la food, qui font des revues en fait de nouveaux établissements, qui font des revues et des critiques du coup sur les lieux qui viennent d'ouvrir, les lieux à découvrir. Donc il y a une part en fait de l'envie, en fait de la projection vers cette offre en évolution qui se fait en découverte depuis les réseaux sociaux. Et ensuite c'est un sujet en fait, je dirais, d'usage. Et là, je dirais individuellement pour les gastronomes ou les foodies ou les clients en fait des restaurants, c'est de documenter en fait leur dégustation, leur rencontre en fait avec les chefs, avec les restaurants. Et ça veut dire qu'en fait la food au sens large et l'offre food en restauration, en fait, elle occupe une place assez significative, assez importante sur les réseaux sociaux. Et en particulier sur TikTok, si on regarde le hashtag FoodTok, c'est un hashtag quand on fait l'exercice de regarder ce qui recouvre, qui illustre vraiment en fait le phénomène, quoi. Il y a vraiment des recettes ou même des adresses qui deviennent virales en quelques heures et qui provoquent ce sont des produits des ruptures de stock ou des restaurants en fait des files d'attente un petit peu interminables. Donc il y a un vrai effet du coup des réseaux sociaux et notamment de TikTok sur la désirabilité, l'envie et la capacité des gens en fait à se projeter dans un restaurant. Et est-ce que tu aurais un exemple d'un produit ou d'un lieu qui a explosé grâce aux réseaux sociaux ?
Oui, je pourrais citer l'exemple du fameux crookie, qui est en fait un mélange de croissant et de cookies, qui a été popularisé par le créateur de contenu français qui s'appelle Johan Pabst, et qui a eu en fait une dynamique virale complètement incroyable, qui a complètement explosé et qui du coup la projetait même alors c'est pas forcément en une, mais jusqu'au New York Times en fait, qui a fait une couverture du coup médiatique assez importante. Donc ça c'est assez intéressant en fait de voir comment en fait cette idée un petit peu étrange malgré tout, le croquis, a réussi en fait à créer une caisse de résonance médiatique assez folle. Et dans cette offre pléthorique à la fois de lieux et sur les réseaux sociaux, quels sont les différents critères qui font qu'un endroit est plus désirable qu'un autre, selon toi? La désirabilité en fait, elle va s'exprimer en fait de différentes manières, mais souvent sous un angle en fait de découverte encore une fois qui est favorisée par les réseaux sociaux. Mais il y a une dimension, on va dire, curiosité, effet nouveauté, capacité du coup à, à découvrir en fait de nouvelles choses et surtout de nouvelles expériences. Finalement des propositions qui vont éveiller la curiosité en fait des personnes qui vont du coup vouloir vivre une nouvelle expérience ou revenir en fait à des expériences du coup qui ont pu compter pour eux. Et finalement la découverte, ce sujet de la découverte, on va voir qu'il y en a différentes composantes, c'est quelque chose qui devient quand même assez central dans la désirabilité. Et après, cette désirabilité et cette découverte, elle va s'exprimer du coup dans l'assiette, mais aussi dans les concepts qui sont proposés. Alors, si on parle de l'assiette et des saveurs, on peut faire écho du coup à la montée en puissance des cuisines fusion, ou vraiment la richesse des cuisines asiatiques. Mais comme on l'a pu l'analyser dans un rapport qui est sorti, qui s'appelle The Juicy Bricks, également l'essor des cuisines africaines. Voilà, tout ça, ça reflète en fait la curiosité et le goût en fait de venir explorer l'ailleurs et d'explorer des nouvelles saveurs. Donc ça, c'est un premier axe de découverte. Et ensuite, il y a la capacité, non, sur un volet plus concept, un petit peu à renouveler le genre, et la capacité du concept finalement à devenir un vrai levier stratégique pour se distinguer, pour que les restaurants se distinguent. Et là, on va avoir dans les concepts des restaurants monoproduits, des restaurants qui offrent des formats un peu atypiques, des restaurants autour de la déclinaison d'un même ingrédient. En fait, des initiatives qui à chaque fois visent à renouveler l'expérience. Un peu à l'image de Slice Pizza Club, qui est en fait finalement un concept autour de la pizza, mais qui vient renouveler le genre et qui revisite la pizza à la part, façon New York, et qui s'inscrit du coup dans ces lieux qui vont un petit peu réinventer les codes de la restauration, tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. Et on sait que sur les réseaux sociaux, le visuel est roi. Quel rôle joue l'esthétique d'un restaurant, selon toi? Est-ce que tout doit être fait par et pour le visuel? Ce qu'on peut dire, c'est que cette expérience, en fait, dans la restauration, en fait, on se concentre là sur la food et sur l'offre de restauration, mais c'est aussi, bien sûr, et on en reparlera, une expérience un peu plus globale avec les vins et spiritueux, notamment, en tout cas avec les boissons, qui vont venir accompagner les mets et la cuisine l'expérience, qui font compléter l'expérience au global. Mais ça s'inscrit aussi dans un cadre. Et ce cadre, il est architectural, en fait, et il renvoie directement à un environnement, à un design, hein, à une esthétique qui vont, ce design et cette esthétique participer en fait à compléter l'expérience au global et à s'inscrire véritablement dans une expérience qui peut être du coup liée à un pays, d'être dans un environnement cuisine vénézuélienne très 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 exotique et exubérante ou ultra contemporaine. Ce qu'on a du coup observé, c'est l'émergence en fait de talents qui sont pas simplement en fait des archis ou des archis d'intérieur, mais des designers en fait qui sont en capacité du coup à amener vraiment le lieu finalement dans quelque chose qui renvoie à cette notion d'expérience. Il y a un exemple qui est assez probant, je trouve, c'est
le cas du coup de Julien Seban, qui est du coup un architecte et designer qui travaille justement beaucoup autour de la notion d'émotion dans le design des lieux d'hospitalité et qui imagine à chaque fois des environnements qui sont assez joyeux. Finalement, une vision qui démarre dès la devanture, dès la vitrine. En fait, tout de suite, on est happé et appelé en fait à intégrer, à rentrer en fait dans un endroit plus ou moins insolite, plus ou moins expérientiel, et qui transforme en fait dès le premier contact, du coup, cette proposition en promesse sensorielle finalement, et qui se construit ensuite plus globalement dans une offre vraiment design et déco, avec une dimension où l'esthétique et l'atmosphère vont vraiment participer autant à l'expérience que la cuisine, hein, finalement. On évoque ici la désirabilité de la découverte, mais on a beaucoup parlé dans de précédents So Wine Talks de l'attrait des codes traditionnels. Est-ce que les deux antagonismes fonctionnent ? Oui, ça pourrait paraître paradoxal, hein, que du coup on soit toujours et en permanence dans la recherche de nouveautés, face du coup au développement et à l'attente qu'on sait de lieux qui privilégient plutôt des codes autour de l'authenticité. Et en fait, il y a finalement une manière de réinterpréter les codes d'authenticité, y compris de façon plus contemporaine, mais on relève effectivement que dans cet impérieux désir de nouveauté, de découverte, que ça s'oppose pas, en fait, toujours à la tradition. Et qu'en l'occurrence, il y a même en fait un mouvement assez manifeste qui émerge avec une popularité croissante au retour à des lieux finalement simples et qui invite à redécouvrir l'authenticité. On peut citer 6,90. Si nos auditeurs ne connaissaient pas, c'est du coup une offre de plats limite moins cher qu'à la maison, vraiment remède à l'anti-inflation en mode plat unique, notamment le saucisse purée, évidemment les bouillons qui sont en plein boom, ou encore le retour en grâce des PMU. Le fooding, le guide du fooding a sorti un guide des PMU, et on voit que c'est des espaces qui, du coup, renvoient effectivement avec un effet un peu nostalgie à ce que pouvait être en fait la routine des Français d'antan, et qui s'inscrivent et qui se développent aujourd'hui dans l'hospitalité et dans l'offre CHR comme des lieux qui occupent une place de plus en plus centrale autour de la socialisation et de la convivialité. Donc il y a effectivement un peu ces logiques d'antagonisme, c'est aussi la manière dont on vient réinterpréter ces codes d'antan et redonner en fait un coup de jeune, de peps en fait à une offre qui pourrait paraître désuète, mais qui en fait revient très très fort effectivement dans les tendances et dans les attentes des consommateurs, notamment des plus jeunes. On parle beaucoup en France en ce moment de la solitude ressentie par beaucoup de personnes dans notre société qui est effectivement très individuelle. Quel rôle le CHR peut-il jouer ? Le CHR joue un rôle crucial. Enfin, je veux dire, c'est par essence en fait des lieux d'hospitalité, des lieux de rencontre, des lieux de sociabilité où le lien social se fait. Par-delà en fait évidemment le lien de la cellule familiale. Donc c'est des lieux en fait qui par nature rapprochent et sont capables encore une fois de rassembler et de créer en fait des points d'échange, des points de rencontre. Donc ça c'est un point en fait, je dirais, qui est presque inhérent en fait à leur fonction, par-delà l'aspect nourrir et rafraîchir en fait les consommateurs. Donc en fait, il y a un vrai besoin de sociabilisation, on va dire aujourd'hui globalement, y compris à l'ère des réseaux sociaux où on va tendance à être devant son téléphone ou sur son canapé devant Netflix, et particulièrement en fait envers les jeunes générations qui sont en recherche et ont besoin en fait de sociabilisation. Et finalement, le CHR, dans son renouveau, dans ses évolutions, en fait, il vient renouveler finalement les moments de convivialité à l'extérieur, hors domicile, en proposant, du fait de ces mutations et de ces évolutions, finalement aussi de nouvelles formes de sociabilité, de capacité du coup à créer ces rencontres et ces lieux de rassemblement, ces lieux de convivialité. Et ce qu'on relève, c'est que ça vient même en fait faire un petit peu muter l'offre d'hospitalité
jusque dans des formats en fait où les instigateurs sont en fait directement les particuliers ou même des associations qui vont venir organiser des dîners à thème, qui vont même dans certains cas, sur certaines initiatives, faire des ouvertures de micro coffee shop chez eux pour en fait encourager cette dimension de sociabilisation et puis répondre en fait à des attentes qui sont pas forcément satisfaites toujours du coup par les lieux de recevoir que sont le CHR. Et donc il y a des évolutions voilà où les acteurs de l'hospitalité finalement doivent aussi composer avec des nouvelles tendances où les acteurs, les consommateurs viennent finalement réinterpréter eux-mêmes ce qu'ils pensent être comme des conditions propices en fait à la convivialité. Et du coup, cette hybridation, en fait, et la recherche notamment d'ambiance un peu comme à la maison, c'est des choses qu'on va retrouver aussi justement dans l'univers de la restauration, avec du coup une vague de restaurants là qui sont lancés, qui misent sur les assiettes à partager, les grandes tablées, justement pour favoriser la convivialité et créer ces points de rencontre. Là où d'autres en fait vont presque finalement plutôt renouer avec la culture des speakeasy et développer en fait des ambiances de moments autour des moments plus intimes, assez chaleureux, avec une ambiance assez feutrée, mais finalement l'objectif reste le même. C'est finalement transformer le moment repas ou le moment de rencontre au restaurant en moment social où le lien entre les convives devient vraiment, vraiment central. Et quand on parle d'expérience et de lieux qui rassemblent, en fait, il y a aussi un élément qui est assez intéressant à examiner, c'est le développement des food courts. En fait, la capacité, en fait, finalement, de lieux à offrir une promesse, du coup, de grande diversité culinaire et qui, du coup, propose vraiment une grosse diversité de propositions, en fait, autour de goûts et finalement d'envies différents. Et ces food courts, en fait, sont naturellement sur ce sujet de la pluralité, à l'image, par exemple, de Food Society, qui réunit une dizaine de restaurants sur 3500 mètres carrés. C'est un exemple, il y en a d'autres, en fait. Ce sont vraiment des lieux qui transforment, du coup, la diversité culinaire en moment collectif. Et toujours dans cette idée, en fait, de venir rassembler et créer, en fait, des moments assez forts, finalement, d'expériences un peu plus collectives. On a relevé, en fait, une initiative assez intéressante, qui s'appelle la Grande Tablée, qui a été organisée par Big Mama, Bouillon Pigalle et la machine du Moulin Rouge, consistait à faire en fait une table géante de 400 convives dans la rue, à l'occasion de la fête des voisins. Et ce qu'on trouve intéressant là-dedans, c'est la démonstration en fait qu'on peut rassembler, se rassembler de façon collective et de non seulement bien sûr célébrer la vie de quartier, mais aussi réussir à fédérer deux communautés entre les habitants locaux et les clients naturels en fait de ces restaurants, ce qui ouvre la voie du coup à des temps privilégiés d'échanges et de rencontres qui se font et qui n'auraient pas forcément eu lieu s'il n'y avait pas eu cette initiative. Et du coup, cette idée de rapprocher les communautés par l'expérience collective, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant, un peu comme un marqueur là aussi dans les tendances de nouvelles attentes du point de vue des consommateurs et de la société au sens large. Et comment est-ce que l'offre de vins et spiritueux peut s'inscrire dans cette évolution ? L'offre du coup vin et spiritueux, elle doit venir en fait participer à ces expériences ou contribuer en fait à créer ces expériences, les compléter. Et du coup, ces lieux en fait par nature, notamment dans leur approche contemporaine et sur un effet de nouveauté, vont proposer en fait assez naturellement des offres renouvelées autour de vins plus frais, autour de boissons sans alcool, autour de cocktails, autour de boissons du coup originales. Et du coup, la réflexion en fait à avoir, c'est avoir une bonne compréhension des attentes consommateurs sur ces points de rencontre, les raisons en fait, les motifs de sociabilisation et de points de rencontre, pour pouvoir en fait s'inscrire sur ces points de contact avec cette cible, avec une offre en fait qui leur parle. Donc ça veut dire avec des codes de communication qui leur parlent, avec des modes de consommation proposés qui leur parlent, avec une variété du coup de propositions qui répondent en fait à leurs attentes sur leurs différents moments. Et du coup, ça implique d'avoir une bonne culture en fait
de l'expérience et de l'hospitalité en CHR pour amener en fait la proposition de valeur sur le vin, sur la bière, sur les spiritueux, pour venir en fait épouser complètement en fait le concept du restaurant et épouser les attentes des consommateurs globalement. Et au-delà de l'offre food and beverage et de l'hospitalité, il y a un élément qui est assez intéressant à relever aussi comme intention en fait pour sortir, c'est la fête. Et le sujet de la fête, en fait, c'est des lieux assez naturels, en fait, des restaurants festifs ou des clubs, mais on voit en fait que cette recherche en fait d'expérience autour de la fête comme moyen de se regrouper, de se reconnecter, c'est quelque chose qui se développe aussi, ces moments chaleureux dans des lieux qu'on n'attendrait pas là-dessus, notamment des boulangeries. Il y a un phénomène autour des bakery raves, où en fait des DJ sets en fait viennent occuper en fait la boulangerie et on se retrouve en fait dans un moment très festif avec du coup des participants en fait qui viennent finalement faire la fête dans un lieu réceptif qui est pas directement en fait celui qu'on attendait spontanément pour faire la fête. Et ça dit bien en fait ce besoin de moments chaleureux et d'espace en fait de sociabilisation où on vient en fait retrouver en fait voilà, un sentiment festif autour de la fête. Et la fête, du coup, ici, est bien sûr un outil qui participe à créer en fait une expérience un petit peu renouvelée de l'hospitalité et de la restauration. Et est-ce que cette hybridation, elle peut aller dans l'autre sens aussi ? Est-ce que des lieux où habituellement on consomme des vins et spiritueux peuvent devenir d'autres lieux ? Alors, par définition, si on pense du coup vin, domaine, c'est pas forcément l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais l'œnotourisme ou le spiritourisme sont effectivement des mouvements en fait en progression, en développement, et qui répondent à une offre où la découverte du producteur, la découverte du produit, du vin, du spiritueux se voit amplifiée par une offre réceptive qui est développée et qui va venir intégrer, dans certains cas, une offre de restauration, voire une offre du coup hôtelière. Donc ça, c'est assez naturel en fait dans l'univers du vin, et ça se passe du coup dans les terroirs, dans les appellations, du coup directement dans les lieux de production. S'agissant des spiritueux, au-delà des distilleries qui se transforment aussi pour certaines d'entre elles en lieux d'expérience au pluriel. Il y a du coup des exemples que je trouve assez intéressants, qui sont peut-être des signaux faibles, mais qui sont des exemples qui parlent, notamment en fait aux États-Unis, à San Diego, des bars à cocktails qui viennent étendre en fait leur univers en ouvrant leurs propres hôtels. Et ça, c'est un exemple notamment pour à San Diego, ça s'appelle Lafayette Hotel, où finalement pour ouvrir et élargir leur communauté, ils ont transformé l'expérience du bar en fait en un séjour vraiment immersif où l'enseigne elle attire à la fois du coup les voyageurs et les locaux pour en faire un lieu de vie sociale. Et ça c'est assez intéressant de voir comment voilà les opérateurs et ce type d'initiative visent en fait à étendre finalement l'offre bar-restaurant en quelque chose ou bar à cocktail qui vient intégrer du coup de façon unifiée une expérience et avec une offre directement hospitalité et hôtelière. Et dans l'univers de la bière, la marque Brewdog, typiquement, a développé une offre hôtelière. Et on peut en fait se rendre, non pas simplement dans la brasserie et prendre des bières, mais directement dans l'hôtel avec une approche ultra immersive qui est du coup une vraie plongée dans l'univers de la marque jusque dans les chambres avec une expérience pour les fans et les aficionados de Brewdog qui est assez chouette et qui vient là aussi en fait dépasser le moment en fait simplement dégustation de la bière, un moment qui devient un moment où l'art de recevoir se prolonge jusque l'offre les nuitées, le déjeuner et le petit déjeuner et l'offre hôtelière. Sylvain, on a dit beaucoup de choses dans cet épisode de l'évolution du secteur des CHR. Selon toi, qu'est-ce qu'il est primordial de retenir de tout ça ?
Les points essentiels, en fait, c'est que il y a une bonne dynamique quand même du CHR qui doit trouver en fait la demande. C'est-à-dire que il y a presque plus d'offres que de demandes, et donc ça va forcément amener à de la restructuration. Et en fait, ce qui est hyper important, bien entendu, c'est de réussir à se connecter à son public, de satisfaire des attentes qui peuvent être un petit peu variées entre la curiosité ou le retour en fait à des formes d'authenticité, et avec un bon positionnement. En fait, au final, ça reste le cadre, l'expérience, le design, le concept, finalement, quelque chose qui est assez proche d'une réflexion marketing, d'une réflexion sur une marque. Ces lieux d'expérience, ces restaurants, en fait, au final, ce sont autant de propositions qui s'apparentent du point de vue des codes à ce qu'on peut développer quand on crée une marque. Et du reste, ces marques, elles s'expriment souvent en fait par des lieux pour recevoir, où elles créent des pop-up et des expériences. Donc du coup, c'est l'intégrité en fait de cette réflexion marketing qui va venir connecter en fait un propos, une proposition de valeur avec des attentes consommateurs, qui va faire en fait le succès. Et après, la question, c'est dans la restauration, dans le CHR, c'est la durée, la pérennité, la capacité. En fait, on voit bien qu'il y a des lieux qui sont à la mode à un moment et puis qui vont en fait, du coup, près de 2-3 ans, se retrouver un tout petit peu moins en vogue et un peu moins fréquentés. Donc, il y a ce sujet, du coup, de la capacité à durer, à s'installer dans le temps durablement, que le concept soit pérenne, ou la question, en fait, de dire en permanence, je surfe sur des tendances, des nouvelles propositions, et j'accepte en fait de renouveler en fait mes adresses, de renouveler mon concept dans la durée. Et pour ce qui est des vins et spiritueux, en fait, c'est de se dire comment moi, en tant que coffre, cocktail, vin, bière, je viens m'intégrer en fait à cette expérience, combien je vais la compléter, comment je vais la soutenir, comment je viens répondre en fait aux attentes bien particulières que vont avoir en fait les cibles, les consommateurs sur ces lieux d'expérience, sur ces lieux de dégustation. Et en tout état de cause, les vins et spiritueux ont totalement, bien entendu, leur place dans cette expérience. Et l'enjeu, en fait, c'est d'être pertinent et de répondre, encore une fois, à des modes de consommation qui évoluent, ce qui implique de voir une bonne réflexion sur l'évolution à accorder à sa proposition de valeur, à ses formats, à l'expérience organoleptique qu'on veut proposer pour s'adapter en fait à ces évolutions. Ainsi, l'avenir du CHR tient à la capacité à offrir du sens, de l'expérience, du lien. Ceux qui tiendront le mieux le choc dans ce contexte saturé seront les lieux capables de se réinventer, de créer des rendez-vous, des communautés, des ambiances, des expériences partagées. Plutôt que de tenter de plaire à tout le monde, peut-être est-il temps de viser juste. Cibler ceux qui recherchent l'authenticité, la convivialité, le comme à la maison, ou à l'inverse la nouveauté, l'éphémère, l'original, selon l'ADN de chaque projet bien sûr. Et le monde des vins et spiritueux a toutes les cartes en main pour trouver sa place dans ces divers environnements. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.